On est bon? Merci. Chapa, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation, pour notre format intitulé Passé, présent, futur. L'idée, c'est de voir comment votre passé a orienté votre présent et comment tout ça éclairera votre avenir. Alors, est-ce que vous êtes prête pour embarquer dans cette Ce voyage dans le temps. C'est vraiment ça? Allons-y. Pour commencer, j'ai trouvé, je trouvais que c'était intéressant, que ça pourrait être intéressant de parler de ce que vous faisiez avant de faire de la politique, parce que le grand public vous connaît surtout pour votre rôle politique. Ouais. Mais avant tout ça, vous avez déjà eu plusieurs vies. Et j'ai retrouvé des images d'archives. C'est votre première télévision. C'était en 2014. Je vous laisse regarder ça et puis on commentera ces images juste après. Pour aider les travailleuses débordées, certaines ont même créé leur blog, leur site internet. Comme Marlène Schiappa, 26 ans, qui après avoir travaillé dans la pub, vient de fonder un réseau Maman Travail à destination des mères actives. Au programme, une vingtaine de propositions pour tenter de mieux concilier les différentes vies des femmes. On essaye de trouver un juste équilibre, d'être peut-être moins bonne mère que dans les années 50 et peut-être moins bien réussir professionnellement que dans les années 80. Comme je disais, vous avez eu plusieurs vies avant même de faire de la politique. Quelle est votre formation et quelles ont été vos premières expériences professionnelles? En fait, c'est ça qui m'a amenée à la vie politique. C'est-à-dire, moi, je n'avais pas fait l'ENA, je n'ai pas fait Sciences Po, je n'ai pas fait de grande école, je n'étais pas parlementaire et je ne me suis jamais dit que ma vie entière serait dédiée à la politique. J'étais activiste, j'ai monté un réseau qui s'appelait Maman Travail, que j'ai présidé pendant à peu près 10 ans. Ça, c'était il y a 10 ans, cette vidéo. Et l'idée, c'était justement de travailler sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans la sphère professionnelle et familiale. Et c'est ce que j'ai présidé 10 ans. Et avant ça, j'ai monté des entreprises. Parce que quand j'avais 20 ans et quelques, je travaillais chez Havas, une grande agence de com parisienne. Et j'ai démissionné pour monter ma propre structure. J'avais peut-être 24 ans. Ce que j'ai fait quelques années avant de créer ce réseau Maman Travail et puis de m'engager dans la vie politique. Vous pouvez expliquer succinctement en 2-3 mots ce qu'était Maman Travail? Maman Travail, c'était le premier réseau des mères actives. Le constat que j'avais fait à l'époque, donc au temps jadis, en 2006-2007, quand j'ai eu ma première fille, c'était qu'il y avait d'un côté des associations féministes très militantes et nécessaires, de l'autre côté, il y avait des réseaux professionnels de femmes qui réussissent, etc. Mais il n'y avait pas vraiment d'espace pour les sujets de conciliation. Et j'avais l'impression qu'on était un peu obligé d'avoir une double vie, avec d'un côté la vie au travail dans laquelle on ne devait pas dire que nos enfants étaient malades, pas parler de nos problèmes de garde de crèche, etc. Et de l'autre côté, l'univers des bébés, du pédiatre, de l'école, dans laquelle on vit dans un monde parallèle où on pense qu'à 16h30, vous êtes disponible pour être à la sortie de l'école, que votre passion, c'est tenir des stands à la kermesse pendant toute une journée, et que dès qu'on va vous appeler, bien sûr, il n'y a aucun problème, vous allez laisser cette réunion très importante et accourir pour chercher votre enfant. Donc déjà, une sensibilisation à la politique en quelque sorte. Oui. Et puis plus concrètement, en 2014, vous commencez vraiment à vous intéresser à la politique de manière active, hein, on va dire, en tant qu'adjointe au maire du Mans, c'est ça? Oui, absolument. Qu'est-ce qui vous a poussé donc à vous engager de manière concrète en politique? Beaucoup de choses. D'abord, j'avais présidé du coup ce réseau Maman Travail, j'avais fait beaucoup de choses. J'ai été candidate quand j'avais 18 ans au municipal à Paris avec une liste associative pour la défense des services publics et de la démocratie locale à l'époque. Et moi, j'avais envie de passer un petit peu la barre d'à côté. Quand on est dans une association en fait, et qu'on va voir finalement les ministres ou les maires pour leur dire quoi faire, on a un peu l'impression d'être sur le bord de la piscine et de dire « Allez les gars, nagez plus vite, faites comme ça, passez en papillon ». J'avais envie de plonger aussi un peu dans la piscine et de me dire moi aussi, je vais avoir les manettes et je vais pouvoir prendre des décisions. Donc, quand je suis arrivée au Mans, j'ai eu la chance de rencontrer le sénateur-maire Jean-Claude Boulard, qui n'est plus de ce monde, mais qui à l'époque m'a repéré parce que j'avais eu un portrait dans le magazine Elle, à quoi ça tient, parce qu'à l'époque, c'était l'époque des blogueurs. J'essaye d'expliquer à ma fille ce que c'est les blogueurs, elle ne connaît que Squeezie, etc. Un temps bien révolu, Voilà. ne nous rajeunit pas. Un temps révolu. Je comprends que j'ai pris 20 ans pour les gens qui nous regardent d'un coup. Bref, en tout cas, il y avait des classements de blogueurs à l'époque. Et donc, j'avais remporté un prix de blogueurs sur les blogs de femmes, etc. Et donc, j'avais eu ce papier dans Elle. Et donc, Jean-Claude Boulard m'avait proposé de rejoindre la campagne, puisqu'on était en pleine année d'élection municipale. C'est comme ça que je suis devenue maire adjointe, chargée de l'égalité femmes-hommes. Et j'étais aussi, par ailleurs, chargée de l'attractivité économique et de French Tech au niveau de la métropole.
Ça a son importance pour la suite, c'est pour ça que je le dis, parce que c'est comme ça que j'ai rencontré Emmanuel Macron ensuite. Et bien justement, c'est une transition toute trouvée, parce que le 17 mai 2017, vous êtes nommé secrétaire d'État chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes. On va regarder justement une image encore. Pour arrêter ce petit jeu mesquin d'images d'archives après, mais elles sont quand même intéressantes ces images, notamment, moi c'est cette vidéo qui m'a interpellé, regardez. Elle aussi découvre les lieux. Donc là, on est dans votre ministère. Voilà, là c'est le secrétariat d'État à l'égalité femmes-hommes. Et veut paraître à l'image de son âge plutôt décontracté. Madame la ministre, vous aimez? Non, pas particulièrement, je préfère qu'on m'appelle Marlène. Pourquoi vous n'aimez pas, vous n'aimiez pas ce titre de Madame la Non, ministre? c'est pas que j'aimais pas. Non, mais d'abord, j'ai une petite voix, vraiment, j'ai l'air toute jeune. C'est mignon. Non, c'est pas que j'aimais pas, mais je suis pas très attachée au protocole. Enfin, même ensuite, j'ai exercé dans 3 ministères. Je préfère la simplicité. Je trouve qu'on est très vite déconnecté quand on est au gouvernement, que les gens vous tiennent les portes, appuient sur les boutons d'ascenseur à votre place, prennent votre manteau, vous servent continuellement, vous appellent Madame la ministre. Je pense que ça peut un peu déconnecter. Moi, je suis quelqu'un de simple. J'ai grandi dans une cité à Belleville. Mes parents étaient profs. Voilà, je suis dans la vie, entre guillemets, normale ou réelle. Donc voilà, je ne voulais pas être déconnectée. Puis là, je venais d'être nommée. C'était le jour de ma nomination. Donc, Qu'est-ce qui se passe dans nos têtes à ce moment, quand tout s'accélère et que du jour au lendemain, quasiment, on est parachuté dans ce décorum qui peut être très impressionnant? Mais en fait, d'abord, le pouvoir qu'on a peut être effectivement impressionnant. Ensuite, quand on est nommé ministre, on est très mal accompagné en réalité. Quand je disais comme moi, on ne vient pas du sérail, qu'on n'est pas parlementaire, qu'on n'a pas fait l'ENA, etc. On arrive, moi on me dit il faut que tu recrutes un directeur de cabinet ou une directrice de cabinet. À l'époque, j'ai fait un tweet parce qu'on me dit il faut quelqu'un qui ait fait l'ENA. Moi, je n'avais pas d'amis qui a fait l'ENA. J'ai fait un tweet recherche directrice de cabinet, femme de préférence ayant fait l'ENA à VORT. Voilà, truc qui me paraît absolument lunaire 7 ans après et qu'évidemment je ne ferai pas et que je ne recommanderais pas de faire. Mais sur le moment, ça m'a valu d'ailleurs une lettre du défenseur des droits pour me dire que je discriminais les hommes parce que j'avais dit que je voulais recruter une femme. Ensuite, les gens rigolaient parce qu'on me disait en fait quelqu'un qui a fait l'ENA, ça se trouve pas sur Twitter. Donc c'était un peu le choc des cultures. Et voilà, mais c'était assez. Je pense que ça montre aussi à quel point finalement j'arrivais vraiment de la société civile, comme on dit, et à quel point les codes de la vie politique sont très particuliers. Et l'exposition, elle est particulière aussi. Du jour au lendemain, tout le monde écrit des portraits sur vous, avec 50% de choses vraies et 50% de choses fausses et qui n'ont pas été vérifiées, qui sont parfois pas préjudiciables, mais juste qui ne sont pas vraies. Je me souviens d'avoir échangé avec une journaliste qui ne voulait pas écrire que j'avais un frère. J'ai un frère qui s'appelle Adrien, un demi-frère, je le salue. Et elle me dit non, mais votre frère, il n'y a pas de fiche Wikipédia, et c'est pas marqué sur votre fiche Wikipédia, donc je ne vais pas écrire que vous avez un frère, je vais écrire que vous avez une sœur et une demi-sœur. Je me dis, en fait, mon frère n'a pas le droit d'exister parce qu'il n'y a pas de fiche Wikipédia. Mais l'immense majorité des gens n'ont pas de fiche Wikipédia. Il est prof d'histoire, il n'a pas de fiche Wikipédia, mais c'est une personne, en fait, et on peut le nommer. Continuons à avancer un petit peu dans le temps. Le 25 novembre 2017, le président de la République, Emmanuel Macron, fait de l'égalité entre les femmes et les hommes la grande cause du quinquennat. Dans quelle mesure cette période, c'est une étape clé pour vous et pour la défense de vos combats et de vos convictions politiques? C'est très important pour moi parce que c'est aussi le moment où se confrontent finalement, pour paraphraser Jaurès, l'idéal et le réel. C'est le moment où j'arrive, moi, pleine de mes bonnes intentions et de mes projets pour faire accomplir l'égalité entre les femmes et les hommes. Et je me heurte à certains freins, mais on réussit aussi à faire progresser un certain nombre de sujets. L'égalité femmes-hommes, ça n'était pas un sujet politique considéré au plus haut niveau de l'État à cette époque-là. Quand on arrive en 2017, alors après on peut considérer qu'on n'a pas fait assez, que c'était pas suffisant, qu'on aurait pu faire plus, différemment, mieux. Tout est possible, on est en démocratie. Mais quand on arrive, ça n'est jamais arrivé, par exemple, qu'un président de la République prenne la parole à l'Élysée sur ce sujet-là, consacré entièrement à ce sujet. Le président de la République, quand il lance la grande cause pour l'égalité femmes-hommes, j'étais émue parce que c'était ma proposition, il fait 1 minute de silence pour les femmes qui ont été tuées par leur conjoint. C'est très symbolique, évidemment, c'est pas ça qui va éradiquer les violences conjugales, mais c'est un symbole fort et on est ému à l'Élysée quand on a un temps de recueillement d'un chef de l'État pour les femmes qui ont été tuées par leur conjoint. C'est aussi une manière d'interpeller la société. C'est pas une politique publique en soi. Après, on a fait des lois, on a fait le Grenelle des violences conjugales, on a renforcé la connaissance des dispositifs d'aide, comme le numéro du 3919 par exemple, et ses moyens. Mais ce moment-là, il est symbolique et il est fort parce que c'est un point de départ de quelque chose. En tant que ministre, vous, quelles ont été vos principales actions ou les principales lois dont vous êtes particulièrement fiers aujourd'hui?
Moi, je dirais qu'il y a 3 éléments qui me tiennent à cœur et une fois qu'on n'est plus au gouvernement, c'est là qu'on voit ce qui reste justement et ce qui marque les gens et ce dont ils nous parlent. D'abord, il y a la loi contre le harcèlement de rue qui porte mon nom, qui est la loi Schiappa, que j'ai fait voter en 2018, un peu contre vents et marées, parce que à la fois ceux qui voulaient qu'on garde le droit d'importuner ne voulaient pas de cette loi, mais aussi d'autres qui considéraient que ce n'était pas par la loi qu'il fallait changer les choses. En tout cas, aujourd'hui, quand vous harcelez une personne dans la rue, vous avez une amende, soit une amende en flagrant délit quand il y a des forces de l'ordre autour, soit à la suite d'une plainte. Ça peut être une circonstance aggravante. Je pense à un cas qui avait été assez médiatisé il y a quelques années d'une femme qui avait été agressée, il y avait eu des caméras suite à un harcèlement de rue. Et c'est fondamental aussi d'un point de vue pédagogique, le fait de dire que non, c'est pas permis de suivre les femmes dans la rue. Et dire à des jeunes filles aujourd'hui, tu sais, c'est un délit ce qui vient de t'arriver et c'est illégal, je pense que c'est aussi un message fort plutôt que, comme dans ma génération, dire « Ah, les hommes ont toujours suivi les femmes dans la rue, c'est comme ça, on n'y peut rien ». Donc la loi sur le harcèlement de rue, le Grenelle des violences conjugales, pareil, qui est un moment de mobilisation. On a fait se rencontrer des gens qui ne travaillaient pas ensemble précédemment et on a voulu dire que les violences conjugales, c'est plus un fait divers, mais c'est vraiment un enjeu de société fondamental. Et puis troisièmement, je dirais le mécanisme de reversement des pensions alimentaires pour les mères célibataires qui a permis justement aux mères célibataires de pouvoir, pour beaucoup d'entre elles, toucher cette pension alimentaire qu'elles ne touchaient plus et qui leur était due pour élever leurs enfants. Continuons notre progression. Dans le temps, la vie de ministre, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Vous en savez quelque chose. Vous avez parfois dû faire face à l'adversité du monde politique. Comment vous avez vécu, vous, les différentes polémiques qui ont pu émailler votre passage au pouvoir ? En fait, je ne mets pas tout sur le même plan, c'est-à-dire que quand vous faites de la politique, vous savez que vous n'allez pas être un artiste. Par exemple, un artiste, il peut être plébiscité et il va avoir 80% de la population qui l'aime bien et peut-être d'autres qui vont dire « moi, je ne vais pas voir ces films », mais vous ne générez pas de l'adoration ou de la détestation comme quand vous faites de la politique. Quand vous faites de la politique, c'est très particulier. Il y a des gens qui ne vous ont jamais rencontré, mais ils vous ont vu à la télé où ils savent que vous défendez, ou ils pensent savoir que vous défendez telle ou telle chose. Donc d'emblée, ils vous adorent pour ça, ou d'emblée, ils vous détestent pour ça, sans que vous ayez eu la chance de faire une première impression et d'avoir une relation humaine. Donc il y a les désaccords politiques, ça c'est la démocratie. Donc moi, j'ai jamais mal pris un désaccord politique venant de l'opposition. Et puis il y a tout ce qui est lié à l'exposition et à la misogynie qui existe, dont on parle de plus en plus, lié par exemple au cyberharcèlement des femmes sur les réseaux sociaux. Quand vous êtes un homme politique, aujourd'hui, vous ne vivez pas la même chose quand vous allez vous exprimer dans une émission qu'une femme politique. Un homme qui va sur un plateau de télévision, il y a un double standard. Un homme, on va partir du principe que c'est un expert et qu'il sait de quoi il parle. Et on ne va pas remettre en question sa place dans le débat public. On pourra être en désaccord, on le dire de façon y compris virulente, mais on ne va pas dire il est mal habillé, il est mal coiffé, on ne va pas parler de sa vie privée, réelle ou inventée, on ne va pas parler pour savoir si c'est un bon père ou un mauvais père vis-à-vis de ses enfants. Une femme politique, quand elle arrive, on va juger ses vêtements, sa coiffure, est-ce qu'elle a pris du poids ou est-ce qu'elle en a perdu. Des hommes sur Internet vont débattre pour savoir s'ils la trouvent désirable ou pas désirable, alors qu'elle ne leur a rien proposé. Et on va remettre en question ses compétences. C'est quelque chose de systématique que j'ai vécu, mais que vivent quasiment toutes les femmes qui sont dans la sphère politique. Donc cette misogynie ambiante, elle est extrêmement dure à vivre pour les femmes et elle est extrêmement pénible pour ce qu'elle dit de notre société. On pense notamment à la une de Playboy qui a pu faire énormément parler pendant énormément de jours. Comment, en tant qu'individu, sur le plan personnel, comment on vit ça? Est-ce qu'on arrive à endosser une forme d'armure pour encaisser les balles? C'est des choses différentes parce que quand je vais faire la une de Playboy, je sais très bien que je fais quelque chose de disruptif, qui va prêter à parler. Mais vous savez, le meilleur soutien que j'ai trouvé, il m'est venu d'hommes du gouvernement, d'Olivier Véran à Bruno Le Maire, en passant par Gérald Darmanin, qui ont vanté la liberté des femmes à faire leur choix. Et j'avais un rendez-vous avec Thierry Breton, commissaire européen, homme sérieux, ancien ministre, personne ne songerait à critiquer les choix, qui m'a présenté sa propre interview dans Playboy, faite à l'époque. Donc je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Et je vais vous donner un exemple. Vous savez, moi, j'étais paparazzée par de la presse People, j'étais en maillot de bain et personne ne s'est insurgé en disant qu'il fallait défendre les femmes politiques dans leur droit de pouvoir aller à la plage tranquillement, etc. Donc en fait, finalement, c'est pas tant que les femmes posent, au demeurant, j'étais en robe dans Playboy, mais c'est pas le sujet. Le simple fait que je doive me justifier en dit beaucoup sur l'ambiance générale. Mais ça veut dire qu'en fait, le problème, c'est que les femmes fassent leur choix. Si je fais le choix d'aller dans tel magazine, c'est un problème. En revanche, si à mon insu, on me prend en photo en maillot de bain, c'est pas un problème. Allez, laissons le passé derrière nous et parlons maintenant de votre présent, votre vie actuelle.
Le 20 juillet 2023, après quasiment 6 années, vous quittez le gouvernement. Comment vous vivez ce coup d'arrêt? Très bien. Beaucoup de gens m'avaient dit après le gouvernement, on a une décompensation, une déprime, etc. Ce n'était pas du tout mon cas. Il faut dire que moi, j'ai fait mon temps. J'ai été ministre pendant tout le premier quinquennat, du premier au dernier jour du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Je suis revenue, alors je devais partir, je suis revenue pour faire 1 an du début du deuxième quinquennat. Il était convenu que je faisais la première année et qu'après, je pouvais aller vivre ma vie. Donc pour moi, c'était plutôt j'avais eu le sentiment de faire beaucoup de choses, de rester longtemps au gouvernement. La durée de vie moyenne d'un ministre, c'est peut-être 1 an ou 18 mois en moyenne. Je suis restée entre 6 et 7 ans. Donc ça m'a permis de passer à autre chose, d'avoir d'autres projets, de retrouver une liberté d'agenda aussi, de voir plus mes enfants, de retourner un petit peu dans cette vie qui m'avait un peu manqué. On n'a pas un peu la peur du vide à ce moment-là? Justement, au niveau de l'agenda, ça fait quand on est ministre, on n'a pas du temps de ministre. Et le fait d'avoir, du jour au lendemain, avoir à repenser un petit peu son quotidien et son quotidien professionnel, ça fait pas naître quelques appréhensions? Pas du tout, non, mais moi, c'est pas mon tempérament. J'ai toujours fait énormément de choses, vous l'avez montré. J'ai pas attendu d'être au gouvernement pour avoir une existence active ou professionnelle. J'ai toujours écrit des livres. J'avais un guide juridique sur les droits des femmes au travail à écrire qui sort là en ce moment chez Dalloz, où je compile les lois pour aider les femmes au travail, justement. J'ai pu, à titre personnel, aider beaucoup de femmes victimes de violences que je n'avais pas forcément le temps de voir ou de recevoir avant. Donc j'en ai rencontré beaucoup d'entre elles pour les aider, les accompagner dans leur trajectoire parfois difficile pour se défendre. J'ai aidé des associations et puis j'avais une vie professionnelle à reconstruire. Donc j'ai rejoint un cabinet de conseil en stratégie qui s'appelle Tilder. Donc il m'a fallu rencontrer mes nouveaux collègues, rencontrer mes nouveaux clients, m'emparer de ces dossiers. J'ai beaucoup de choses à faire à cet égard. Et puis j'ai pu découvrir ce que c'est de partir en week-end. Parce que tous les gens qui font de la politique vous le diront, et je ne suis pas en train de verser des larmes sur les conditions de vie des hommes et des femmes politiques, mais même quand vous êtes maire adjoint ou conseiller municipal, en fait, le dimanche, vous êtes au marché pour voir vos concitoyens, vous tenez des permanences le soir, donc vous avez le temps de la vie politique qui se passe beaucoup sur le temps qui est normalement un temps privé, un temps familial. Vous mangez sur vous prenez un peu, vous volez un peu de votre vie familiale et de votre temps familial finalement. Aujourd'hui, votre engagement pour les droits des femmes vit encore de manière très concrète dans votre quotidien. Toujours. D'abord, j'interviens beaucoup quand on me sollicite, donc je fais beaucoup de conférences, de webinaires, de séminaires. Je suis mentor pour aider des jeunes femmes. À titre plus professionnel, j'accompagne des femmes dirigeantes. Donc c'est très intéressant pour moi d'aider des femmes justement à prendre leur part dans le débat public. Il y a beaucoup de femmes qui sont très expertes et qui ont une forme d'autocensure ou qui n'osent pas prendre la parole dans les médias alors qu'elles auraient beaucoup à dire. J'essaie de les accompagner justement dans cette visibilité et dans leur stratégie aussi personnelle de communication pour aider aussi des femmes qui créent des entreprises, qui créent des ONG, des startups ou qui ont des responsabilités dans des grandes structures. Donc ça, c'est assez passionnant pour moi de les soutenir et d'être dans ce rôle-là. Et puis, je travaille aussi sur la pédagogie, finalement, sur toutes ces lois. Je vous disais, j'ai publié un livre ces jours-ci qui est un petit guide, un mini-guide Dalloz qui tient dans un sac à main. J'avais publié il y a 2 ans les droits des femmes face aux violences. Et là, je publie les droits des femmes au travail. L'idée, c'est vraiment de dire qu'il est temps de passer du droit formel au droit réel. Il y a beaucoup de lois sur l'égalité femmes-hommes au travail, mais beaucoup ne sont pas appliquées, à commencer par les lois sur l'égalité salariale. Il y a encore 9 à 27% d'écart de salaire entre les femmes et les hommes, malgré les différentes lois. Et je pense que c'est important que chacun connaisse ces lois. Les femmes elles-mêmes, pour les faire valoir, mais aussi les DRH, les directeurs RSE, toutes les personnes qui ont vocation à s'emparer de ce sujet, les syndicats, les professionnels du monde du droit ou de la justice, et puis les employeurs qui ont des obligations en matière d'égalité entre les femmes et les hommes et qui ne les remplissent pas toujours. Allez, on continue à parler de votre vie actuelle, mais en regardant quand même un poil dans le rétro. Quand on a la tête dans le guidon, qu'on a des responsabilités, c'est parfois difficile d'avoir une analyse critique de ce qu'on fait. Aujourd'hui, avec un petit peu de recul, quel bilan vous tirez de votre passage au pouvoir ? Moi, d'abord, je pense qu'il faut être indulgent avec soi-même, sinon on passe son temps à penser à soi-même et à faire son autocritique. Moi, je ne passe pas mon temps à penser à moi-même, à mon passé, etc. Vous m'avez montré des images, je ne passe pas mon temps à les regarder en me disant j'aurais pu faire ça ou ça, c'était formidable. Voilà. Je pense que j'ai fait avancer considérablement les choses sur un certain nombre de sujets en transformant des sujets qui étaient plutôt sociétaux en sujets véritablement politiques, en les faisant porter aussi au plus haut niveau de l'État. Donc j'ai eu le sentiment d'accomplir des choses. Après, il y a évidemment, j'ai forcément fait des erreurs.
qui n'en fait pas, et qui n'en fait pas quand vous n'êtes pas du sérail, que vous venez de la société civile. J'ai toujours voulu bien faire et bien défendre les causes que je défendais, mais comme vous le dites, on est la tête dans le guidon, on est parfois un peu même coupé d'un certain nombre de choses, parce que de fait, quand on est membre du gouvernement depuis des années, finalement, notre quotidien et la normalité, pour nous, c'est être membre du gouvernement. Donc c'est extrêmement particulier comme situation. Et puis l'énorme exposition qu'on a quand on est membre du gouvernement, en fait, elle n'est pas si agréable. Les gens m'ont dit parfois, Schiappa, elle fait de la com. C'était pas pour faire un compliment, c'était pas pour dire quelle extraordinaire maîtrise des codes de la communication. C'était plutôt pour dire, elle communique, sous-entendu, elle ne fait rien derrière. Or, il y a des faits pour lesquels on a besoin de communiquer. Par exemple, le combat sur la question des droits des femmes, c'est un combat social qu'on a besoin de mener. Sur les violences conjugales, quand on lance des campagnes pour dire aux témoins, mais quand vous voyez la maison du voisin cambriolée, vous appelez la police. Donc quand vous voyez quand vous entendez qu'il y a des violences intrafamiliales en face chez les voisins, appelez la police de la même manière. Mais ça, si on ne le dit pas, en fait, personne ne peut le deviner. Quand on parle du numéro du 3919, moi, quand j'ai été nommée, moins de 8% de la population française connaissait le numéro du 3919. Quelques années après le Grenelle des violences conjugales, on est à une écrasante majorité de la population qui connaît ce numéro, qui sait que c'est un numéro d'écoute, d'orientation, d'aide pour les femmes victimes de violences et pour leurs proches. Ça, si on ne communique pas, les gens ne peuvent pas le deviner. Si on fait des dispositifs et qu'on ne défend pas les dispositifs, c'est comme s'ils n'existaient pas en réalité. Et sur la question du droit des femmes, selon vous, qu'est-ce qui resterait encore à faire concrètement aujourd'hui pour pouvoir les faire progresser ? Il reste énormément à faire parce que moi, je vous disais que j'ai porté des lois, des dispositifs, des politiques publiques. Je pense modestement avoir apporté ma pierre à l'édifice, mais les problèmes ne sont pas réglés, loin de là. Je ne peux pas l'imaginer, je ne le pense pas. Je ne crois pas que parce que je suis passée au gouvernement, les problèmes se sont réglés. Pas du tout. Je vois ô combien, moi, dans ma vie, dans la vie des femmes que j'accompagne, dans la vie de mes 2 filles, je vois à quel point les problèmes que vivent les femmes sont encore présents. Pour certains, il y a plus de dispositifs d'aide ou de soutien, il y a une plus grande sensibilité de la société, mais ce n'est pas ça qui a fait arrêter les violences. Et ce n'est pas ça qui a fait arrêter un certain nombre de mécanismes de violence extrêmement forts. Je vous disais, j'accompagne certaines victimes à titre tout à fait personnel, comme bénévole, engagée avec certaines structures. Et je suis effarée de voir à quel point il y a encore du harcèlement de rue, des violences conjugales, des viols, à quel point l'égalité au travail n'est pas encore acquise. Et j'ai peur parfois que le fait qu'on avance dans des débats et qu'il y ait une partie de la société qui soit très engagée sur ces sujets-là, ça masque un petit peu la réalité d'une situation dans l'ensemble du pays. Et cette situation, c'est celle que dénoncent les activistes quotidiennement, et elles ont raison de le faire. C'est une situation dans laquelle on a encore des centaines de milliers de violences sexuelles tous les jours qui se produisent là aujourd'hui en France. Donc on dit la parole se libère, c'est formidable que la parole se libère. Moi je crois que c'est l'écoute qui s'est libérée. On ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'on découvre que des réalisateurs avaient des relations ou abusaient de jeunes adolescentes de 14, 15 ans, 16 ans. C'était sur des plateaux de télévision, c'était au vu et au su d'absolument tout le monde. Et personne ne réagissait. Donc moi, je ne voudrais pas qu'on soit dans la même situation dans 20 ans. Et que dans 20 ans, on nous dise « Ah oui, mais en 2024, c'était les mœurs, c'était la norme, personne ne dénonçait, c'était normal. » Et comment vous faites pour ne pas vous laisser aller au fatalisme ? Parce que même si le combat est essentiel, parfois, ça peut quand même générer beaucoup de frustration et on peut peut-être avoir envie de baisser les bras, non ? Non, mais je pense qu'on n'a pas le choix. Enfin, moi, quand je vois ma fille qui a 16 ans et demi et qui rentre et qui me dit qu'elle a été suivie par un type dans le métro, qu'elle a été harcelée ou qu'elle a été déconsidérée en tant que fille, c'est des combats que je ne mène pas nécessairement pour moi. Je les mène plutôt pour les autres femmes, pour les autres filles, pour mes filles, pour mes nièces, pour toutes les femmes partout dans le monde. Quand on voit le recul des droits des femmes dans le monde, que ce soit dans des pays comme l'Afghanistan ou l'Iran, des pays dans lesquels une femme peut être lapidée, peut être condamnée à mort pour avoir disposé de son corps librement ou pour avoir juste montré ses cheveux. Ou quand on voit le recul sur le droit à l'IVG, par exemple, dans des pays, y compris dans des pays européens ou dans des États des États-Unis, on dit que dans le monde, on n'est pas du tout arrivé à l'égalité femmes. C'est un mythe, le mythe de l'égalité déjà là, le mythe selon lequel on nous dit bah, ça va, on voit quelques femmes à la télé, il y a une femme à Matignon, il y a 1 ou 2 femmes dans le CAC 40, donc l'égalité est là. Ben non, l'égalité n'est pas là aujourd'hui. On a la chance de vivre en France dans un pays où les droits des femmes sont préservés, mais il y a beaucoup de droits qui sont théoriques encore et qui ne sont pas des droits réels aujourd'hui pour les femmes. Allez, on va basculer dans la 3e partie de cet entretien. On va regarder vers l'avenir, si vous le voulez bien, votre avenir.
Depuis l'an dernier, donc on l'a dit, bye bye la politique, c'est fini. Euh, c'est quoi la suite pour vous, Marlène Schiappa? Beaucoup de choses. D'abord, comme j'ai dit, la politique, pour moi, ça n'a jamais été une stratégie de carrière. Je me suis jamais dit que j'allais faire de la politique toute ma vie. Et ce que je voulais éviter, justement, c'est les gens qui sautent d'un mandat à un autre pour durer dans la vie politique. J'ai refusé d'être candidate aux élections législatives à 2 reprises, en 2017 et en 2022, parce que je savais au fond de moi que ce n'est pas ce que j'avais envie de faire. Je ne voulais pas être parlementaire. Donc j'ai eu la chance d'être ministre à 3 reprises, dans 3 ministères différents. Maintenant, j'accompagne des dirigeantes ou des dirigeants qui ont envie de s'engager sur certains sujets, de communiquer parfois aussi sur leurs engagements. Donc c'est extrêmement intéressant. Je me sens utile au quotidien quand j'aide par exemple une foncière immobilière qui a envie de mettre à disposition ses locaux pour héberger des femmes victimes de violences conjugales et que je les aide à les mettre en relation pour faire en sorte que ces sujets-là avancent, progressent, que des femmes soient hébergées. Et puis je suis en train de travailler aussi pour créer une fondation. Je voudrais créer une fondation qui travaille justement sur ces sujets-là au niveau français et au niveau international. Je serai conférencière et speaker, comme on dit, à l'ONU. Et je vais également du coup travailler sur la création de cette fondation internationale. Et là, je vais vous poser une question vraiment de journaliste. Un comeback en politique, pour parler très français, un comeback en politique, c'est quelque chose d'envisageable. Mais surtout là, ma question, c'est de savoir, est-ce que vous pensez vraiment que pour pouvoir faire vivre votre engagement et vos convictions, on peut totalement se passer de la politique? Non, je ne crois pas, mais je ne considère pas me passer de la politique. D'abord, je considère que tout est politique. Il y a un livre qui s'appelle « La politique expliquée aux enfants » qui a été écrit par Denis Langlois aux éditions Ouvrières, que j'ai lu quand j'étais petite et dans lequel il expliquait justement que tout est politique. Et il disait, si vous vous occupez pas de politique, la politique s'occupera de vous. Parce que la politique, c'est l'art d'administrer finalement le pays et donc de prendre des grandes décisions. Donc moi, je suis toujours en lien avec beaucoup de ministres que je vois, qui portent des engagements que je porte encore, de Sarah El Haïry qui s'occupe des familles, de l'enfance, à Aurore Berger sur l'égalité femmes-hommes, Olivia Grégoire sur la question de l'entrepreneuriat, de l'économie sociale, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin qui travaillent à la formation des policiers, notamment pour que les plaintes soient vraiment prises. Donc moi, je pense que c'est fondamental d'avoir des liens politiques. Et au demeurant, je suis toujours élue. Je suis élue de Paris au Conseil régional d'Île-de-France. Alors certes, je suis élue d'opposition, donc on n'a pas une capacité à agir incroyable, mais ça nous permet quand même de nous faire entendre sur certains sujets. Moi, je crois à la politique et il y a heureusement beaucoup d'autres manières de faire de la politique que d'être au gouvernement. Je pense que tous les gens qui sont bénévoles dans des associations, d'une manière ou d'une autre, font de la politique aussi. Mais est-ce que vous voyez un petit peu la politique comme une sorte de virus? Et est-ce que parfois on a un petit peu comme ça des fourmis dans les mains et quand on regarde, quand on n'est plus aux commandes, aux manettes, comme vous le disiez, est-ce que parfois on a envie d'y aller, on a envie d'y retourner ou... Non, moi je me dis qu'il y a un temps pour tout. Moi, c'est aujourd'hui, et d'ailleurs, pour être très honnête avec vous, c'est beaucoup plus confortable d'être l'invité du ministre et d'aller voir tel ou tel ministre pour lui dire il y a tel sujet, il faudrait que tu t'en empares, tu pourrais faire ci et ça, etc. Plutôt que d'être le ministre qui est au banc, qui doit donner des avis, proposer des lois, qui est interpellé quand ça ne va pas, quand c'est difficile, quand il y a des drames qui se produisent. Donc voilà, je pense qu'il y a un temps pour chaque chose dans la vie. Quel est le grand projet social que vous souhaiteriez porter pour l'avenir? Une vraie égalité entre les femmes et les hommes. Je pense que c'est un immense défi parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas régler que par la loi. Je vous parlais de l'égalité salariale. Rendons-nous compte que ça fait plus de 40 ans qu'il y a des lois sur l'égalité de salaire entre les femmes et les hommes. Il y avait des lois avant même ma naissance sur l'égalité femmes-hommes qui ne sont toujours pas appliquées aujourd'hui, alors que je suis moi-même devenue mère de famille. Donc je pense que l'égalité femmes-hommes, c'est fondamental. Et pour moi, les rapports entre les femmes et les hommes, c'est vraiment ce qui structure et ce qui indique le niveau d'avancée d'une société. Je crois qu'on a fait beaucoup de progrès. Aujourd'hui, on ne hue plus, par exemple, une femme ministre parce qu'elle est en robe à fleurs, comme c'était le cas pour Cécile Duflot il y a encore une dizaine ou une quinzaine d'années de cela. Mais la misogynie est beaucoup plus sournoise. Il y a un sexisme sournois, une présomption d'incompétence pour les femmes, une espèce d'autorisation de la société, finalement, à s'en prendre aux femmes. Je parlais du cyberharcèlement, du harcèlement de rue, des violences conjugales. Il y a une société qui tolère ces faits, qui minimise, qui excuse, qui va justifier qu'on vous cyberharcèle, mais aussi pourquoi vous allez à France Info répondre à des questions et donner votre avis sur la vie. Vous n'avez qu'à vous taire et rester chez vous faire des confitures, vous ne serez pas cyberharcelé. Une société qui vous dit ouais, vous avez été harcelé dans la rue, dans le métro, mais pourquoi vous étiez dans le métro à minuit, mademoiselle? Il faut rester chez vous à minuit, il ne faut pas être dans le métro toute seule comme ça, avec une jupe en plus. Et quand vous avez à subir des violences conjugales, on va vous expliquer que c'est votre faute parce que vous n'aviez qu'à partir plus tôt, crier plus fort à l'aide ou gagner plus d'argent pour pouvoir avoir les moyens de partir.
Donc notre société aujourd'hui, elle légitime, elle minimise et elle excuse tout le continuum des violences que vivent les femmes. Et tant que ce changement sociétal ne sera pas accompli, on n'aura pas d'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Marlène Schiappa, considérons que ça peut être le mot de la fin, sauf si vous avez quelque chose à rajouter. Je veux juste peut-être rappeler que le 8 mars, c'est pas la journée de la femme, c'est la journée internationale des droits des femmes. C'est pas la même chose, c'est pas comme la fête des mères. Je ne peux pas offrir des roses, etc. Je m'adresse par exemple aux employeurs. Si vous demandez ce que vous pouvez faire pour le 8 mars dans votre entreprise, la réponse n'est pas offrir des roses à vos assistantes ou à toutes les femmes qui travaillent autour de vous. La réponse est par exemple mener un audit sur l'égalité salariale et donner des augmentations de salaire à toutes les femmes qui ne sont pas payées comme les hommes à compétences égales. C'est mieux qu'une rose. Le message sera passé. Merci beaucoup. Merci à vous.